dans cette première table ronde, de l'après-midi, on l'a entendu, nos entreprises font déjà pas mal de choses, voire beaucoup de choses pour cette problématique d'inclusion. On a parlé de diversité homme-femme, de LGBT, de handicap, de jeunesse, pas encore assez, mais ça va être le sujet principal de cette deuxième table ronde. Donc on fait pas mal de choses, on fait parfois beaucoup de choses, et pourtant, il faut faire plus et il faut faire mieux. Christophe Catoire l'a rappelé, chômage des jeunes en France, 19%, ce qui veut dire que dans certains quartiers, ce qui veut dire que dans certaines zones rurales ou désindustrialisées, ce taux de chômage des jeunes est beaucoup plus élevé. Comment, dans ces conditions, ne pas vouloir faire plus, ne pas vouloir faire mieux, d'autant plus après le témoignage qu'on a eu ce matin de Larbi Brahami, avec toutes les difficultés, les impasses face auxquelles on se retrouve, les codes qu'on n'a pas toujours compris, et pour reprendre votre expression, les murs qu'on se prend à chaque première interview. Donc ça, c'est le sujet de cette séquence de l'après-midi. Je vais demander, c'est Christophe Catoire, le président d'ADECO en France, qui va la présider et l'introduire. Et je demande aux participants de s'installer tout de suite. Alexis Brézé, directeur des rédactions du groupe Figaro. Merci Alexis, qui va animer le débat. Stéphanie Demange, PDG de Mars Wrigley en France. Éric Fourel, président d'EY en France. Gaëtan de Lermite, PDG de Compass Group en France. Olivier Nataf, président d'AstraZeneca France. Emmanuel Quiles, PDG de Janssen France. Et Amélie Vidal-Simi, la présidente d'Henkel France. Christophe, à toi la parole. Merci beaucoup Olivier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En tout premier lieu, alors je ne ferai pas de French bashing comme on l'a dit ce matin. Tout à l'heure je disais que nous n'étions pas nécessairement les plus ouverts encore à la diversité. Ceci étant, il faut reconnaître qu'il y a eu quand même un momentum ces dernières années et que beaucoup de nos entreprises n'ont pas à rougir sur ce qu'elles font en termes de politique inclusive. Après la question, c'est est-ce que l'on en fait suffisamment ? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Et là, la réponse est définitivement oui. Pendant très longtemps, beaucoup d'entreprises, en fait, se sont concentrées majoritairement sur la réalisation de leurs objectifs financiers de court terme. Et ces excès ont conduit plus récemment à un changement de posture et notamment une vision de la place et du rôle de l'entreprise relativement nouveau et qui est en train de s'imposer. Et ça, c'est une excellente nouvelle. En effet, quand on a un tropisme à vouloir satisfaire une seule de ces parties prenantes, à savoir les actionnaires, il y a de fortes chances que les autres parties prenantes, celles qui créent de la valeur dans l'entreprise, aient tendance à vous quitter. On a parlé notamment des collaborateurs, mais ça peut être le cas aussi des clients, et ça peut être le cas de la société civile en termes de réputation. Donc il est clair qu'aujourd'hui, nos entreprises se doivent d'être responsables. Vous l'avez probablement noté, les initiatives sur le thème de l'inclusion se sont multipliées ces dernières années. Encore récemment, lors du G7 à Biarritz, où on n'avait pas l'habitude d'en parler dans cette instance, ça a été au cœur des débats. Et il faut bien le dire, ce qui était évoqué ce matin par Bruno Le Maire, à savoir avoir un capitalisme plus responsable, avoir une croissance plus inclusive et plus durable, c'est quelque chose aujourd'hui qui est affirmé par le management, mais aussi par les actionnaires des grandes entreprises, voire par les fonds d'investissement qui ont commencé à prendre la parole, comme BlackRock, voilà quelques quarters sur le sujet. La responsabilité des entreprises, de fait, est majeure. Elle est en fait à double titre. Elle l'est aussi parce qu'au moment où l'on se parle, on a 3 révolutions que l'on connaît dans nos entreprises. Et le terme est à peine trop fort. Et je suis sûr que ça vous parlera quand je vous dirai que la première d'entre elles, elle a été évoquée par Gilles Thibault ce matin, c'est la révolution numérique. La révolution numérique qui fait que dans nos entreprises, beaucoup de changements se font à la fois sur le contenu des métiers, voire sur certains métiers tout simplement. Certains plus demain et certains moins demain. Une deuxième révolution est en train de donner des impacts extrêmement importants pour nos entreprises, c'est la révolution environnementale. Elle l'est sur un plan politique, on l'a vu sur toutes les élections en Europe, mais elle l'est aussi dans nos entreprises, elle l'est aussi pour les produits de nos entreprises. Il y en a une dont on parle moins, mais qui est majeure quand on parle d'inclusion, c'est celle de la démographie. Aujourd'hui, moins de gens rentrent dans nos sociétés développées sur le marché de l'emploi,
Et ça nous oblige, et c'est une bonne nouvelle encore une fois, à ne pas laisser sur le bord du chemin les quelques personnes qui n'ont pas d'emploi. Bref, vous l'avez compris, l'objectif pour nos entreprises est d'avoir cette responsabilité, de ne pas simplement rendre plus fort ce qu'il était déjà, mais donner des codes, de donner des modalités à des personnes qui n'avaient pas ces codes précédemment et qui pouvaient être considérées comme marginalisées sur ce marché. Pour lutter contre ces inégalités, nous devons être plus attentifs à, et là je cite, à mérite et talent équivalents selon l'endroit où la famille, ou la couleur de la peau ou le patronyme n'ont pas les mêmes chances d'accès, pour reprendre les propos du président de la République le 17 juillet 2018, lorsqu'il nous a invités, nous tous et toutes, en tant qu'entreprise, à nous engager et à donner une chance à chacun. Vous l'avez raison, vous l'avez compris, c'est la raison pour laquelle nous pensons que nous pouvons faire plus. Et au-delà de faire plus, cette conviction, elle est partagée par les personnes de nos entreprises qui agissent au quotidien pour cette inclusion, et c'est également le cas de notre groupe ADECO, dont j'ai le plaisir de présider les destinées en France et en Europe du Nord. Les hommes et les femmes de notre groupe agissent, je le disais, chaque jour, et ça veut dire, pour être plus concret, qu'elles accompagnent des personnes au parcours parfois pas nécessairement très commun, et j'aurai le plaisir, après notre table ronde, de vous présenter Glory, qui n'est pas loin de moi, et qui nous parlera de son parcours, de son histoire. Mais pour l'instant, je vais laisser la place à notre table ronde. Merci. Allô, oui. Bonjour à tous. Merci. Merci, cher Christophe, d'avoir si bien introduit cette table ronde. Table ronde qui se situe dans le prolongement des discussions que nous avons eues déjà cet après-midi. Le risque, quand on se situe dans le prolongement, ce serait de redire la même chose, mais avec le talent de nos panélistes, nous allons tout à fait aborder d'autres sujets en nous concentrant, toujours sur cette thématique de l'inclusion, en nous concentrant sur le point précis de la jeunesse. Comment inclure cette génération nouvelle, cette génération montante dans nos entreprises, dans notre économie et finalement dans notre société. Ça sera le premier temps de cette table ronde. Le deuxième temps sera que nous nous arrêterons tout particulièrement sur la jeunesse. Donc Christophe disait qu'elle avait plus besoin sur ceux qui ont plus besoin que d'autres, qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur permette d'accéder à des responsabilités, c'est la jeunesse défavorisée. Donc nous progresserons en deux temps. D'abord la jeunesse en général, si vous le voulez bien, et puis ensuite la jeunesse des quartiers défavorisés. Ou peut-être d'ailleurs, c'est peut-être aussi une question qu'il faudra collectivement interroger. Alors pour discuter de ces enjeux importants, je vais décrire nos intervenants, faire les présentations par ordre alphabétique. Je commence par Stéphanie Domange, qui est ici à ma droite. Stéphanie Domange, qui est présidente directrice générale de Mars Wrigley France, le groupe agroalimentaire bien connu. Stéphanie Domange, donc, qui est notre première intervenante. Ensuite, Éric Fourel, qui est le country manager d'EY en France, EY, le cabinet d'audit, l'audit financier et de conseil. Gaëtan de l'Hermite, président de Compass Group en France, un groupe international de restauration collective. Olivier Nataf, que vous voyez à droite, qui est président d'AstraZeneca France, un groupe biopharmaceutique britannique et suédois, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Emmanuel Quiles, qui est à ma droite, un autre groupe pharmaceutique, mais qui lui est belge, en tout cas d'origine. Américain, oui, parce que vous êtes une filiale de Johnson & Johnson. Voilà. Donc Emmanuel Quiles. Et enfin, Amélie Vidal-Simi, à ma gauche, qui est présidente de Henkel France. Henkel en France, ce groupe bien connu qui intervient dans le domaine des détergents, de la beauté, des colles et adhésifs. J'ai présenté tous nos participants et évidemment Christophe Catoire, que vous connaissez et qui vient de s'adresser à nous. Et donc, nous allons essayer d'avancer dans cette réflexion autour de la thématique de l'inclusion, autour de cette question de la jeunesse qui est absolument décisive. On le disait, Christophe Catoire le disait. Comment inclure cette génération nouvelle dans notre projet collectif? C'est important pour l'économie, c'est important pour la cohésion de nos sociétés. Comment préparer au fond le monde de demain avec cette nouvelle génération? Alors je vais me tourner vers Emmanuel Quiles
de Janssen France, comment faire sa place à cette nouvelle génération qui a d'éminentes qualités, mais dont parfois on dit, alors je me fais un peu l'avocat du diable, que son rapport au travail est différent, qu'elle est parfois moins impliquée. Vous allez me dire que ce n'est pas vrai sûrement, que en tout cas, que sa relation au travail et à l'entreprise n'est plus la même que celle de la génération qui l'a précédée. Donc vous, de votre point de vue, de votre point d'observation, comment abordez-vous cette question? Et je vous passe mon micro. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. On a décidé avec les intervenants d'essayer d'animer avec vous cette table ronde pour faire en sorte qu'on parle vraiment diversité. On a été un certain nombre à la pause tout à l'heure à discuter entre nous et se dire finalement ce sujet diversité il est extrêmement complexe, mais il se trouve qu'on avait une table ronde tout à l'heure où il y avait 10 intervenants et une seule femme, vous l'avez peut-être remarqué. Ça n'est pas le cas de celle-ci. Pas du tout, mais je pense que c'est notre devoir à tous, quand on est dans une position de leader ou de journaliste, de décider qui on veut avoir sur les tables rondes. Et c'est difficile, vous m'excusez, mais c'est extrêmement difficile de prétendre être représentatif d'une population, de clients que vous voulez servir, si vous êtes un certain profil à être représenté. Donc il y avait principalement des hommes de 50 ans blancs, et je pense qu'on est tous en train de dire aujourd'hui la difficulté, c'est d'intégrer les jeunes et c'est d'intégrer la diversité. Et c'est notre job aujourd'hui d'arriver à faire ça. Et c'est pas facile, donc c'est pas une critique. Je pense que Denis nous a demandé aussi de parler des difficultés qu'on avait dans notre métier en tant que patron pour arriver à faire cette transformation. Si moi je me replace 5 ans en avant, au moment où j'ai rejoint les États de la France, j'ai le souvenir, probablement on n'aurait jamais pu avoir cette conversation. La diversité n'était pas un sujet qui était à ce point prominent. On ne parlait pas de capitalisme responsable comme on en parle aujourd'hui. Et les choses ont évolué très très rapidement. Donc j'ai la chance de faire partie d'un groupe qui est promoteur de ça, et je pense qu'on l'a entendu aussi de beaucoup des intervenants, on sent cette évolution se faire, mais elle n'est pas du tout évidente à accompagner au quotidien. Et je pense que c'est ça dont on doit parler. D'accord, il y a des théories, on est tous capables de faire des slides, on a des obligations, il y a des nouveaux jobs qui ont été créés au sein de nos entreprises, mais le faire vivre au quotidien, c'est toute la difficulté. Donc on parle des jeunes notamment. Les jeunes, on dit tous, ils ont besoin d'avoir du sens. Excusez-moi, on a tous besoin d'avoir du sens quand on va au boulot. Peut-être là où ils sont plus demandeurs, les millénials, c'est d'avoir des valeurs et qu'on les respecte. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'un côté un discours et de l'autre côté un vécu qui est différent. Et puis, enfin, je dirais la troisième chose qui compte vraiment pour eux, c'est de leur donner une qualité de vie au travail qui est peut-être supérieure à celle qu'on a eue pendant quelques années. Et tout ça, il faut absolument l'entendre parce que eux, le capitalisme qu'ils imaginent, c'est celui-là. Ils veulent bien vivre avec, mais ils disent que si finalement leurs convictions ne sont pas alignées avec ce qu'ils sont en train de vivre, ils vont changer d'entreprise. Et notre angoisse, c'est en fait ça, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à intégrer. Donc, on a deux choses à faire, je pense, principalement en s'occupant des jeunes, c'est de se dire comment est-ce qu'on va les intégrer, les promouvoir, les accompagner dans leur développement. Et puis la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer un pacte social qui soit basé sur la confiance. Parce que cette confiance, elle est très importante, qui est vraiment cette différence qu'il peut y avoir entre ce qu'on dit, ce que l'entreprise prétend être, et leur vécu au sein de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Il y en a beaucoup qui ont été dites tout à l'heure au sujet de la diversité, qui s'appliquent aussi pour les jeunes. Je pense que moi, je peux donner un certain nombre d'exemples, mais je suis certaine que mes collègues ici peuvent dire exactement la même chose. On a mis en place des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. On fait du reverse mentoring. Donc moi, tout mon comité de direction a eu du reverse mentoring avec des jeunes, c'est-à-dire que des jeunes, et quand je vous dis des jeunes, c'est des petits jeunes qui venaient d'arriver. Ils ont passé du temps à apprendre, par exemple, les outils digitaux, mais en fait, c'était un prétexte pour pouvoir dialoguer avec des jeunes qui ne voient plus, parce que dans l'organisation, ils sont très loin. On a mis aussi en place, moi j'ai mis un shadow board, donc j'ai un comité de direction qui est composé de jeunes. Et en permanence, il faut essayer de trouver des nouvelles idées pour arriver à les faire monter à bord. Et c'est ça qui est compliqué pour nous, parce qu'on a un certain âge, on a un vécu, et il y a des choses qui ne sont pas spontanées chez nous. Donc il faut accepter aussi un nouveau mode de management, où on se fait challenger en permanence, et où viennent nous dire peut-être que nos modes de management ne correspondent pas en fait à leurs attentes pour demain. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Mais vous allez reprendre la parole très vite, mais je me tourne vers ma voisine de gauche, Amélie Vidal-Simi. Comment fait-on, comment faites-vous chez Henkel pour les faire venir, ces jeunes, pour leur donner leur place et puis pour les garder, parce qu'on a bien compris qu'une des questions avec les jeunes, c'était aussi de les garder, qu'ils ne s'en aillent pas
parce qu'ils ne trouvent pas leur compte dans la vie en entreprise qu'on leur offre. Merci. Bonsoir à tous. Effectivement, la problématique des jeunes est extrêmement importante et la problématique de la diversité en général l'est d'autant plus. Intégrer des jeunes, pour nous, c'est clé, puisque effectivement, quand je regarde certaines de nos équipes, par exemple des équipes marketing, 50% de nos équipes sont constituées au minimum d'anciens stagiaires. Donc intégrer des jeunes, notamment via les stages, est extrêmement important. Donc c'est important via les stages de les recruter, de les former et de leur donner envie de rester. Pour ceci, on a effectivement des stages qui sont très formateurs chez Henkel, parce qu'à la fois on donne de la formation aux jeunes, mais on les implique très tôt en leur donnant des responsabilités, en leur permettant de travailler eux-mêmes sur des projets de A à Z, ce qui les permet de les exposer, de leur donner envie et de les confronter à tous les niveaux hiérarchiques au sein de l'entreprise. Pour aller plus loin, effectivement, le stage, c'est souvent un sas entre la vie étudiante et la vie en entreprise, et c'est important que le stage soit réussi. Donc c'est une vraie responsabilité pour les managers d'encadrer des stagiaires, de leur donner envie, de les former pour qu'ils aient envie d'évoluer dans l'entreprise. Mais ça n'est qu'une étape. Comme on le disait, les jeunes, ils ont des attentes qui sont très différentes de tous les gens qui sont dans cette table ronde, qui ont un certain âge. Ils ont besoin certainement de sens, ils ont envie de transparence, ils sont beaucoup plus intéressés par le développement durable, ils sont beaucoup plus challenging et ils ont besoin d'être challengés. Donc il faut qu'on revoie toute notre mode de management pour être sûr de leur donner envie de rester. Et on a mis en place plein d'initiatives de manière à être proche, quel que soit le niveau de l'entreprise, à avoir des contacts directs, par exemple des petits déjeuners très réguliers des membres du comité exécutif avec des jeunes dans l'entreprise pour se faire challenger, se dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Ils ont aussi envie de vivre en communauté et le lien est super important. On a testé depuis la semaine dernière le fait d'organiser des after-work qui sont organisés avec une start-up qui les gens se connectent et les gens qui ont envie se retrouvent après pour discuter, pour partager sur des sujets professionnels ou non professionnels, et ça contribue à créer une vraie communauté et à donner envie à ces jeunes de rester. C'est un vrai challenge pour des boîtes comme les nôtres de continuer à attirer des jeunes qui sont beaucoup plus attirés par des start-up et du coup on a un vrai enjeu de mobilisation de tout le monde dans l'entreprise pour faire venir des jeunes et leur donner envie de rester. Olivier Nataf, qui est tout au bout là. Oui. Je rappelle que vous êtes président d'AstraZeneca, qui est un groupe biopharmaceutique. Vous, comment faites-vous? Vous avez aussi comme ça une organisation où les jeunes ont la parole, sont associés? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais répéter qui sont tout à fait alignées avec ce qu'on fait, mais je voudrais aller un petit peu plus loin, un petit peu différemment. Rebondir d'abord sur la proximité. Je crois que la proximité, elle est absolument essentielle, et donc les shadow cabinets, alors j'en ai pas un, mais je trouve que c'est une très bonne idée, et d'ailleurs on en a parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés, donc on va mettre ça en place parce que je pense que c'est une très bonne idée, et ça me permet de vous dire que finalement on n'a pas tout fait. Mais la proximité, moi quand je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique il y a 18 ans, on était tous les jours habillés en costume cravate et on vous voyait le patron. Donc je pense qu'il y a des choses quand même qui ont évolué dans le ton et dans la façon dont on travaille, et qui est beaucoup plus inclusif dans la manière dont tout simplement on s'exprime et dans la manière dont on peut se rapprocher des gens juste par le ton qui est employé. Une chose que l'on a faite chez AstraZeneca et qui est un potentiel que l'on a tous dans cette salle, parce qu'en général nous sommes tous des groupes internationaux, c'est qu'il nous semble, nous, que les jeunes, ils ont une envie aussi de mobilité. Et donc on a un programme qu'on appelle Development Without Borders, où on a la possibilité d'aller travailler dans une autre filiale du groupe pour revenir ensuite en France ou continuer sa carrière à l'international. Et je suis certain que je parle ici, et je ne suis sans doute pas le seul à avoir ce type de programme. La proximité, la mobilité et évidemment l'opportunité d'avoir, et on l'a dit, des responsabilités relativement vite. Mais je vais faire aussi un autre pan qui est un challenge, parce qu'il faut aussi que l'on donne aux jeunes une culture de l'impact et du résultat. Que ça n'est pas juste ce que je veux moi en tant que jeune, et j'aime bien bouger et j'aime bien avoir des responsabilités et je veux changer de job tous les 6 mois. Il faut aussi qu'il y ait cette responsabilité, cette culture de l'impact et du résultat, et que ce ne soit pas vu que comme du clientélisme entre guillemets parce qu'on veut garder les jeunes et les attirer, mais aussi donner une culture de voilà ce que je redonne à l'entreprise et je m'investis et je donne du résultat et j'apprends aussi cette culture-là, qui est peut-être plus une culture des jeunes des années 80, j'en sais rien, c'est ce qu'on dit souvent quand on regarde les générations X, Y et Z, mais je pense que ça c'est quand même quelque chose qui reste essentiel. Donc mobilité, proximité, culture du résultat sont des choses qui moi me mobilisent, on va dire. Éric Forel, on commence peut-être là à entrer
au-delà des mots, qui est de dire qu'évidemment il faut faire une place et qu'évidemment c'est une chance pour les entreprises et évidemment c'est une nécessité, c'est aussi parfois une difficulté. C'est aussi la relation au travail de cette génération n'est pas la même, c'est ce qui a été dit. Et on parlait de responsabilité, est-ce qu'ils veulent toujours des responsabilités ou parfois ils disent finalement j'ai pas tant envie de responsabilité que ça parce que finalement ma vie privée c'est plus important et puis être chef, oula j'ai pas trop envie. Donc comment vous arrivez, par exemple chez EY, à gérer ces problématiques-là? D'abord, EY est évidemment dans une position très particulière en tant que cabinet pluridisciplinaire vis-à-vis de la jeunesse. La jeunesse, elle fait partie de notre ADN. On recrute aujourd'hui 1600 personnes chaque année à peu près. Les 2/3 sont des jeunes diplômés. La moyenne d'âge du cabinet, elle est de 30 ans. Donc voilà, par définition, nous sommes une entreprise où le brassage de la jeunesse est tumultueux et où il nous engage tous très fortement. Alors, et on fonctionne, en fait, c'est aussi une des particularités des cabinets pluridisciplinaires, comme au fond un cycle de formation post-universitaire en irriguant l'ensemble du tissu économique des talents qui ont transité dans un cabinet comme le nôtre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises ici qui doivent accueillir des anciens d'EY ou des anciens des autres réseaux pluridisciplinaires analogues au nôtre. Et donc, évidemment que cette exigence nouvelle, je ne suis pas sûr qu'elle soit si nouvelle que cela. Elle s'est au fond révélée. Elle s'est révélée, elle s'est accélérée et elle a exprimé des exigences que nous portions probablement aussi, sauf qu'on avait peut-être un peu moins cette audace dont on parlait tout à l'heure pour l'exprimer. Mais moi, je crois effectivement que l'engagement autour de la performance, c'est un incontournable, ce n'est pas négociable. Et dans les entreprises de services, c'est évidemment très, 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 très prégnant, puisqu'on est au service de nos clients et c'est souvent difficile de concilier vie personnelle, vie professionnelle au sein de grands cabinets comme les nôtres. Et cette exigence, elle est effectivement là. Mais ce n'est pas la seule. L'exigence de pouvoir préserver ces autres centres d'intérêt, elle est aussi une exigence de pouvoir construire ces centres d'intérêt à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est là-dessus que nous, on essaye d'agir. C'est-à-dire que le sens, toutes les actions qui ont été décrites tout à l'heure, elles sont évidemment présentes à un degré ou à un autre chez nous. Ce qu'on essaye de faire peut-être de complémentaire par rapport à ce qui a été dit, c'est de répondre à cette exigence de sens sur deux plans qui sont aujourd'hui en voie de maturation et même qui sont déjà très présents. Le premier, c'est l'exigence éthique dans ce que nous faisons, nous, EY, l'éthique dans nos missions, la prise en compte de l'urgence climatique est une exigence extrêmement forte aujourd'hui chez les jeunes et il demande effectivement qu'on puisse mesurer, qu'on puisse s'engager sur des éléments très concrets en termes d'action autour de l'urgence climatique. Puis il y a un troisième terrain qu'on abordera sûrement un peu plus tout à l'heure, qui est autour de l'engagement des intéressés vis-à-vis de la communauté je vous relance extérieure à l'entreprise. Mais il y a quelques années, ou quelques dizaines d'années, quand un jeune diplômé sortait de son école, et qu'il entrait par exemple dans un grand cabinet d'audit, c'était évident qu'il allait travailler comme une bête, jour et nuit, pendant quelques années, ça allait de soi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va toujours de soi? Est-ce que vous n'êtes pas face à une génération qui dit oui, travailler, oui, mais il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se débrancher le week-end, c'est plus pareil, ça n'est plus tout pour moi, comme le disait la génération d'avant. C'est pas travailler moins, c'est travailler différemment. C'est travailler différemment, c'est travailler avec beaucoup plus de flexibilité. Le flexible working, je pense que
on est tous pratiqués. D'ailleurs, une exigence légale plus ou moins sanctionnée, mais aujourd'hui, voilà, pouvoir offrir un travail à distance, dans des cabinets comme les nôtres, c'est devenu le quotidien, l'absolu quotidien. Nos équipes sont totalement nomades. Et voilà, le bénéfice de cet univers connecté dans lequel nous sommes, c'est aussi cette liberté-là. Et cette liberté de pouvoir organiser son temps comme on l'entend, et de pouvoir effectivement ne pas être là un matin, être là l'après-midi. Évidemment qu'il faut avoir des règles minimales pour qu'on puisse se connecter et se correspondre. Mais voilà, donc ça passe par cela, ça passe aussi par la capacité d'offrir au sein de l'entreprise une facilitation des pratiques sportives, une facilitation des pratiques d'hygiène de vie. Donc on fait beaucoup de choses sur ce plan. Je ne voudrais pas non plus fatiguer l'auditoire en les égrénant toutes une à une. Mais ça passe par une réponse à, au fond, une exigence sociétale qui est aussi, on le disait dans la table ronde précédente, c'est la diversité, l'humanisme, c'est une condition aujourd'hui de la performance économique. Et donc, pour moi, ça n'a pas de sens aujourd'hui que d'opposer engagement professionnel, engagement pour la performance économique et exigence d'un plus grand équilibre. Stéphanie Demange, vous êtes présidente directrice générale de Mars Wrigley France. Vous êtes d'accord avec Éric Forel? Vous dites, bon, finalement, vie professionnelle, vie personnelle, tout ça, ça se gère facilement? Donc, je dirais que c'est pas évident. Donc moi, je vais commencer par parler un petit peu de Mars avant de répondre. Quand on regarde le groupe Mars, la jeunesse, et en tout cas l'intégration de la jeunesse, a toujours été un marqueur fort pour nos collaborateurs. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, nous on recrute en moyenne 600 jeunes par an, mais hors jeunes diplômés. Donc on a à peu près 300 stages de troisième, ce qui est un nombre assez important, et on a à peu près 300 autres jeunes, à moitié en alternance, à moitié en apprentissage, qu'on recrute. Donc c'est vraiment au cœur de notre société. Et au-delà des chiffres ou au-delà des mots, on est l'entreprise préférée des stagiaires en France. Donc on est numéro 1 au classement Happy Training. Je souhaitais le préciser parce que c'est pas seulement parce qu'on paye bien nos stagiaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années, les stagiaires n'étaient pas rémunérés, mais c'est plutôt pour la responsabilité qu'on leur donne. Et ce mot responsabilité au cœur de la culture Mars, c'est un de nos principes, de nos 5 principes, parce qu'on est une entreprise familiale, même si on est un grand groupe ou une grosse multinationale américaine, on est aussi un groupe familial. Et donner cette responsabilité aux stagiaires permet justement de construire les talents et les leaders de demain. Et nous, on le fait de deux façons. 2 exemples concrets, c'est que tous les managers qui permettent d'accueillir des jeunes dans la société ont un objectif de tutorat. Donc ils ont bien évidemment des objectifs de performance, mais cet objectif de tutorat et de formation des jeunes est tout aussi important qu'un résultat de chiffre d'affaires ou de performance économique. Donc ça, c'est une première différence qui permet d'ancrer l'intégration de la jeunesse dans notre culture. Le deuxième élément, on parlait de proximité, de collaboration. Donc un des artefacts qu'on a chez Mars, c'est on n'a pas de bureau. Mais on n'a jamais eu de bureau. Donc dans certaines entreprises, c'est nouveau, c'est ce qu'on appelle les open space. Moi, ça fait 15 ans que je suis chez Mars, je n'ai jamais vu... On peut être dans un open space et avoir son bureau dans l'open space. Mais quand je dis on n'a pas de bureau, je vais préciser, nous n'avons pas de bureau fermé. Donc par exemple, moi en tant que PDG, je suis au milieu des stagiaires, des apprentis, des managers, ce qui entraîne justement un élément de proximité. On appelle ça, je ne sais pas si ça se traduit très bien, mais approachability, c'est-à-dire que n'importe quel collaborateur peut venir me voir à n'importe quel moment pour me poser des questions, me proposer des idées ou me challenger sur la façon de faire dans l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important pour les jeunes d'aujourd'hui. On parlait de sens, on parlait de qualité de travail, mais au-delà de ça, quand on voit les milléniums en particulier, ils n'attendent pas de faire leurs preuves. Comme nous, on a
a pu le faire dans le passé, on commençait stagiaire, après on prenait un premier travail, et puis on attendait qu'on vienne nous donner une petite tape sur l'épaule en disant « tu fais du super boulot, tu vas aller chercher les responsabilités et la promotion ». Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, nos jeunes qu'on a en entreprise veulent des responsabilités très très tôt. Et je pense que si on ne leur donne pas, ils s'en vont. Et si on ne leur donne pas, ils s'en vont. Quand vous voyez, moi je vois la moyenne d'ancienneté dans l'entreprise, peut être 10-15 ans. Un jeune aujourd'hui ne rentre pas dans une entreprise en disant je vais y rester 15 ans. Il rentre dans l'entreprise en disant je vais faire une expérience. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je vais aller voir ailleurs. Donc cette notion de fidélité à l'entreprise a disparu. Et aussi en termes d'attractivité. Les jeunes d'aujourd'hui, ces nouvelles générations ne sont pas attirés par les mêmes entreprises que nous, on pouvait l'être. Je prends un exemple, quand on était jeunes diplômés, qu'on sortait des grandes écoles, les grands groupes, les grandes multinationales, les grandes banques, les grandes entreprises financières, c'était vraiment en haut de la liste. Aujourd'hui, Mars, c'est une entreprise qui est reconnue. Est-ce que ça attire les jeunes? Non. Aujourd'hui, on a un vrai problème d'attractivité de nos talents. Voilà, ils préfèrent une start-up, ils préfèrent Google, les GAFA, mais les grosses entreprises classiques n'attirent plus. Donc c'est vraiment important qu'on arrive à attirer notre jeunesse parce que ce sont les talents et ce sont les leaders de demain. Il faut apprendre à repenser notre façon de faire et donner vraiment ce sens au monde de l'entreprise. Merci beaucoup. Gaëtan Dermite, chez Compass France, comment faites-vous face à cette génération? On disait à l'instant qu'ils sont impatients. Est-ce que parfois aussi, ce n'est pas un petit peu compliqué, leurs attentes en termes de qualité, d'environnement, de relations? Est-ce que ce n'est pas parfois un peu difficile à satisfaire? Parce que bon, la vie d'une entreprise, ce n'est pas toujours qu'une chouette bande de copains où tout se passe bien, où tout est sympa. Est-ce que c'est pas parfois... Est-ce que la façon de gérer le conflit, de gérer l'autorité, de gérer le désaccord ne pose pas une difficulté particulière avec cette génération-là? Alors, ne caricaturons pas. Nous ne sommes pas face à une nouvelle génération. Chaque génération est nouvelle. Ce n'est pas la jeunesse qui change, c'est le marché. C'est le marché du travail, c'est le monde dans lequel nous vivons. Donc en tant qu'entreprise, pour nourrir notre croissance, notre performance et notre pérennité, nous nous devons de nous adapter au monde qui nous entoure. La jeunesse en fait partie. Mais je m'inscris en faux contre un propos qui nous emmènerait vers une opposition générationnelle. Ce n'est pas du tout le cas. Et si vous me le permettez, je ferai même un parallèle avec le digital. Il y a 5, 6, 7 ans, 10 ans, le digital nous proposait une nouvelle dynamique et une nouvelle lecture, je dirais, de l'économie. Le digital était presque exogène à nos organisations qui venaient de la vieille économie et pour lesquelles, je dirais, le digital a été au démarrage un gadget qu'il fallait afficher, un petit peu comme on pourrait afficher dans son rapport RSE des engagements environnementaux ou en faveur de telle ou telle population défavorisée ou prioritaire. Je crois que petit à petit, le digital s'est imposé comme une véritable révolution au sein de notre marché et un écosystème s'est développé pour aider les entreprises à véritablement faire cette mue, faire cette transformation. Un certain nombre de start-up, d'organisations autour de la French Tech, par exemple, autour de la station F, avec des incubateurs, ont permis de débloquer, de libérer une énergie créative et innovante au sein de notre marché dont nos entreprises ont bénéficié. Je crois que la jeunesse, l'inclusion, les enjeux sociaux et sociétaux dont nous parlons aujourd'hui ont besoin de cette même révolution. Jusqu'à présent, nous avons géré ces enjeux en interne, au sein de nos entreprises, et nous en avons donné un certain nombre d'exemples, du recrutement sans CV, une ouverture sur la formation, sur l'apprentissage, une révolution finalement interne. Mais très clairement, comme pour le digital, nous sommes en limite d'expertise. Nous sommes en limite de compétences et nous avons besoin d'un écosystème autour de nous qui est représenté aujourd'hui dans cette salle par un certain nombre d'associations pour nous aider à remettre en cause le modèle, à décloisonner nos entreprises, à éviter que l'emploi soit un club fermé pour les personnes qui y participent au sein de nos entreprises. Chez Compass Group France, par exemple, au sein de nos marques Eurest, Exalt, Medirest ou Scholarest, nous avons 17 000 employés.
Nous sommes donc un très gros employeur sur le territoire français. La moyenne d'âge de ces employés est au-dessus de 45 ans. Véritablement, aujourd'hui, nous sommes en limite de compétences pour accueillir une énergie nouvelle, une jeunesse nouvelle qui vient nous aider à faire la révolution dont nous avons besoin pour être performants demain, pour être innovants demain et pour pérenniser nos activités au sein du marché. C'est là que nous avons besoin de cet écosystème. Et si je peux me permettre, je conclurai là-dessus. J'appelle de mes voeux, comme on l'a fait avec la station F incubateur de la French Tech, j'appelle de mes voeux une station G, avec, je dirais, incubatrice de la social tech en France pour se faire l'écho de la proposition que nous a faite ce matin Bruno Le Maire d'une exception d'un capitaliste humain et social européen. Bon, le message est lancé. Je passe très vite la parole à Emmanuel Aquiles qui veut dire un mot et qui tient, je lui passe le micro. Et puis ensuite, nous terminerons ce tour de table avec Christophe Catoire avant de passer à la deuxième partie. Mais tout de suite, Emmanuel Aquiles. Juste, je voulais réagir à ce que vient de dire Gaëtan. Je pense qu'effectivement, il n'y a rien de nouveau, c'est une nouvelle génération, etc. Mais il y a quand même des choses qui sont perturbantes pour l'entreprise. Donc, dans l'entreprise que je dirige, la moyenne d'âge, c'est aussi 46 ans. On recrute pas beaucoup parce qu'il n'y a pas un très gros turnover, mais il y a une vraie dichotomie entre les générations. Et elles ont beau se succéder, il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Quand on est en train d'écouter les jeunes et qu'on est en train de mettre un certain nombre d'activités qui sont tournées autour du développement personnel ou de l'équilibre vie pro, vie perso, c'est très difficile. J'ai certains managers qui viennent me voir et qui me disent mais on marche sur la tête, comment est-ce qu'on peut avoir le temps d'arriver, d'avoir des séances de méditation, de relaxation, alors que moi je manque d'équipe pour aller bosser sur telle et telle thématique. Il ne faut pas nier ce côté-là, parce qu'en fait, cette transition, elle ne se fait pas si facilement. On a des gens qui ont vécu ce qu'on a vécu et pour qui l'adaptation n'est pas forcément si évidente. Donc cet accompagnement, on en a besoin. Donc c'est parfois difficile en tant que dirigeant, il faut le reconnaître. On ne peut pas être complètement passé d'une façon de faire à une autre qui serait totalement nouvelle. Je pense que c'est très important qu'on puisse l'accompagner. Voilà. Quand nous, on est en train d'accompagner des jeunes pour qu'ils participent à quelque chose qui s'appelle les assises de la performance sociale en 2020, je vous assure que c'est quand même une véritable transformation de dire qu'on va amener des jeunes à parler du changement climatique, de l'importance du capital humain, etc. Les personnes qui ont 40-50 ans, elles ne comprennent pas du tout qu'on ait le temps de faire ça, alors qu'ils disent que moi, à mon époque, je travaillais, je faisais mes horaires. Donc je pense que c'est un accompagnement qui est à faire. Mais dans l'entreprise, depuis toujours, toutes les générations vivent ensemble. Et l'enjeu du dirigeant, à mon avis, c'est de faire que toutes ces générations arrivent à vivre ensemble pour une meilleure efficacité et une harmonie au sein de l'entreprise. Voilà, pour pas qu'on nous dise OK boomer. Christophe Catoire, est-ce que chez Compass on vous dit OK boomer, t'es trop vieux, tu ne nous comprends pas? Alors, Compass c'est mon voisin, mais comme on travaille ensemble, je peux vous en parler. Non, je peux vous en parler parce que je pense qu'il y a trois sujets sur lesquels finalement j'ai juste conforté ce qui a été dit. Il y en a peut-être un nouveau. Celui que je conforte, station G, je suis d'accord, on peut y aller. Je pense que le social business, comme on l'appelle, mérite d'être un peu plus mis en avant. Et il faut des infrastructures et des lieux de rencontre. Donc ça aurait du sens. Gaëtan l'a évoqué, on en parlait tout à l'heure. Quand on recrute son CV et on fait des journées de recrutement sur lesquelles on a des mises en situation, des entretiens avec des personnalités différentes de l'entreprise, jeunes et moins jeunes, à la fin, vous connaissez la motivation de la personne qui est en face de vous. Charge à vous à lui apporter les compétences derrière. Et ça fonctionne mieux dans ce sens-là. Si on veut aider les jeunes, il faut commencer par ça, plutôt qu'encore une fois regarder le CV. Deuxième élément, Stéphanie le disait, il faut donner de la responsabilité. Moi, je suis rentré stagiaire dans mon entreprise il y a 26 ans. Si j'y suis encore, c'est qu'on m'a confié des responsabilités, sinon je me serais barré, passez-moi l'expression. Parce que ça se disait déjà comme ça à l'époque, et on vous disait déjà, tu vas avoir 6 ou 7 entreprises. Et puis peut-être un autre élément, puisqu'il n'y a pas que des jeunes diplômés, il y a des jeunes diplômés, moins diplômés, etc. Et on va venir, on va passer tout de suite maintenant à des Moi je pense qu'il y a un sujet, c'est peut-être le sujet nouveau, il faut apprendre à recruter aussi. Combien, je ne vais pas faire l'exercice, on n'a pas le temps, mais combien de personnes dans la salle ont eu un jour, une seule fois dans leur vie, une formation recrutement? Bon, allons-y. Qui veut lever le bras? Voilà. Bon, ce que ça dit, c'est que quand on n'a jamais été formé au recrutement, on recrute sécure. On se dit, il y a mon patron qui va regarder, donc je vais prendre celui qui a déjà réussi. Et pour aller chercher quand même des potentiels, des talents, c'est difficile. Regardez, pour recruter des apprentis, c'est pas simple, parce qu'ils n'ont pas encore d'expérience. Et ça demande un tout petit peu de formation. Ça n'existait pas, les écoles de recrutement. Alors, je ne vais pas faire la publicité de celle qu'on a créée, mais vous aurez compris que ça pourrait être le lien. Mais néanmoins, parce que je ne suis pas là pour faire ça, mais néanmoins, je pense qu'il faudrait en créer plusieurs
dans tous les territoires. Parce que tant qu'on n'aura pas fait ça, la personne se posera la question de savoir si son manager ne va pas la regarder en disant « Hey, t'as pris un risque ?» Et on sait que ce n'est pas très français d'accepter le risque et l'erreur. Donc je pense qu'il faudra traiter ça. Merci. Et cette question du recrutement, elle se pose, et elle se pose ô combien pour une jeunesse qui a eu moins de chance au départ, qui a donc davantage de risques de rester sur le bord du chemin. Cette jeunesse qui vient, et on en a parlé tout à l'heure et on va reparler tout de suite, des quartiers défavorisés. Peut-être pas que des quartiers défavorisés, parce qu'on parle toujours des quartiers défavorisés et d'une jeunesse qui est souvent issue de l'immigration, mais aussi d'un certain nombre de la France périphérique, des petites villes, de cette France finalement, de cette France des Gilets jaunes, qu'on a vu qui était aussi une manifestation de cette jeunesse-là, de cette jeunesse qui a du mal à accéder au monde de l'entreprise, à l'emploi, ou en tout cas à l'épanouissement dans l'emploi et dans le monde de l'entreprise. Donc c'est cette jeunesse-là dont nous allons parler maintenant. Je voudrais passer la parole à Olivier Nataf d'AstraZeneca, ce groupe de biopharmacie. Bien parce que je voulais l'apprendre justement. Qui a lancé une expérience qui s'appelle, vous allez nous dire, l'ascenseur, c'est ça? Non, c'est pas moi qui ai lancé cette expérience, mais vous avez rejoint l'ascenseur. Station G existe. Ah, ça s'appelle l'ascenseur. Bah alors voilà, c'est fait. Voilà. Et donc la particularité de l'ascenseur, je crois que ce qui est rassurant de ce qu'on a entendu sur la table ronde précédente, c'est que beaucoup d'entre vous ont compris que l'inclusion, par exemple, ou la diversité, c'était pas forcément notre cœur de métier. Et quand on sait pas, on fait appel à d'autres qui savent. Et donc c'est pour ça qu'on travaille tous avec des associations. Et alors vous avez entendu parler de la cravate solidaire par quelqu'un de Mosaïque RH, de qui est-on parlé encore. Ces associations-là, ces deux-là, article 1, l'Institut Télémac et d'autres, se sont rassemblés dans une association qui s'appelle l'Ascenseur. Et qui a un lieu de colocation qui regroupe 20 associations en plein cœur de Paris, Paris-Bastille. Et donc il y a finalement un incubateur social en France qui s'appelle l'Ascenseur. Et ce collectif finalement s'occupe et se focalise sur une chose qu'ils ont en commun, c'est l'attention sur les jeunes de 12 à 25 ans de milieux modestes défavorisés. Alors nous, c'est ça qui nous a intéressés chez AstraZeneca et c'est pour ça qu'on fait un partenariat avec eux sur 3 ans et qu'on est membre fondateur de l'Ascenseur avec d'autres entreprises. Parce qu'il se trouve que nous avons un site en Ile-de-France, notre siège social, et un site à Dunkerque dans les Hauts-de-France. Et donc cet axe Paris-Dunkerque, c'est dans ça que nous nous inscrivons justement exactement comme vous le disiez, Alexis Brézé, parce qu'il y a des besoins spécifiques dans ces deux régions. Et avec l'Ascenseur, nous nous engageons sur 3 ans à aider, c'est-à-dire en orientation, en préparation à l'emploi, aux entretiens, au code de l'entreprise. On va aider 200 à 300 jeunes par an pendant 3 ans, des jeunes de 12-25 ans, les stages de 3e qu'on va pouvoir accueillir. Et ça marche, on le commence maintenant, c'est une annonce que je vous fais, et non seulement l'annonce de Station G qui s'appelle l'Ascenseur, mais l'annonce de notre partenariat. Et donc c'est quelque chose qui nous anime et qui nous motive extrêmement, parce qu'en plus d'un engagement financier que nous allons avoir dans ce partenariat, et on l'a dit, plusieurs d'entre nous l'ont dit, il y a un sens aussi à donner à nos employés, ce sont nos employés qui vont s'impliquer justement dans le tutorat, dans l'accompagnement et dans l'accueil de stages de 3e et d'autres jeunes qui vont pouvoir bénéficier de leurs expériences. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement pertinent et intéressant. On n'est pas les seuls à faire quelque chose, mais c'est quelque chose de collectif. Et je crois que ce dont on n'a pas parlé, c'est que chacun fait quelque chose, mais on ne le fait jamais ensemble. Et donc pour les associations qui sont engagées dans l'égalité des chances, eh ben, elles ont réussi à se réunir au sein de l'Ascenseur. Merci. Stéphanie Domange, comment vous abordez cette problématique, vous, chez Mars, de l'égalité des chances? Oui, donc comme je vous dis... Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc comme je vous disais, on a cette jeunesse qui est vraiment déjà au cœur de nos préoccupations. Moi, je vais vous parler d'une expérience personnelle qui était lorsque le président nous a invités à l'Élysée, qui était au mois de juin ou au mois de juillet l'année dernière. Et j'ai été personnellement extrêmement touchée des témoignages qu'on a pu voir justement des jeunes des quartiers défavorisés. Donc dès le lendemain, je suis retournée dans mon entreprise et j'ai annoncé à mes collaborateurs, on doit absolument faire quelque chose parce qu'on fait énormément pour les jeunes avec les stages, avec l'apprentissage, l'alternance, mais je n'avais pas en tête si nous faisions quelque chose pour ces jeunes justement qui n'avaient pas cette même égalité des chances.
Et donc nous avons décidé de contacter nos quartiers ont du talent pour justement tester une nouvelle approche que nous n'avions pas encore fait chez Mars, qui était de prendre en charge, de monitorer, de coacher ces jeunes de ces quartiers pour justement les accompagner tout au long de leur jeunesse, parce que ça peut commencer très très tôt, et pourquoi pas les accompagner aussi avec une formation professionnelle, soit via ces stages, soit ces apprentissages et alternances. Donc ça, c'est en cours au sein de ce qu'on appelle une business unit, avec l'opportunité d'en faire plus. Parce que ça date d'il y a un an, hein, c'est ça? Non, on a démarré en début d'année. Donc l'appel du président était à peu près au mois de juillet de l'année dernière. Et donc on a mis ça en place, le temps de mettre les choses et de s'assurer du bon partenariat dès le mois de janvier. Donc ça va faire à peu près une dizaine de mois que nous sommes en test. Et la volonté, parce qu'on se dit aussi comment on peut encore faire plus, c'est de déployer ce partenariat aux 9 autres sites de notre groupe en France. L'autre point que je souhaitais mentionner, c'est que le groupe Mars, j'ai bien précisé, c'est un groupe familial, nous ne sommes pas vraiment présents en région parisienne. Donc le groupe Mars, ça vient de la culture de la famille qui date des années 50, des années 60, où il était très important de participer à la communauté et d'être un acteur majeur des territoires. Donc quand on regarde les sites où nous sommes présents en France, nous sommes répartis sur tout le territoire, pas dans les grandes villes, mais dans des villes moyennes de province. Donc on a vraiment une action aussi particulière. Alors je ne sais pas si on veut appeler ça des jeunes défavorisés ou pas, mais c'est vraiment être acteur au sein de ces communautés. Donc on est près de Montpellier, mais on n'est pas à Montpellier, nous sommes en Alsace, nous sommes dans le Loiret, et justement c'est aussi aider ces jeunes des communautés plus rurales ou en province, où on n'a pas forcément aussi tout cet accès ou tout le focus qu'on peut avoir sur, par exemple, la région parisienne. Et c'est là aussi où nous sommes très présents. Oui, merci beaucoup. Gaëtan de l'Hermite, ces jeunes qui viennent soit des quartiers des banlieues, soit qui viennent des zones plus rurales, c'est quelque chose qui vous préoccupe, sur lequel vous avez une action, vis-à-vis desquelles vous avez une action particulière? Alors, on a toujours eu une action très fournie dans le milieu de la restauration, qui est un milieu éminemment humain et par le service peu qualifié. On a toujours eu, je dirais, une activité de recrutement importante, fournie, et de formation même au sein de personnes peu qualifiées qui nous arrivent, par le biais de CQP ou autres, pour effectivement valoriser de la valeur travail et valoriser des plans de carrière au sein de notre organisation. Donc, je le rappelais tout à l'heure, 17 000 personnes, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire, nous gérons à peu près 3 000 sites de restauration, donc dans des zones reculées, rurales, dans des zones, je dirais, dans des quartiers aussi prioritaires, etc. Donc évidemment, il est important pour nous, et en particulier dans la problématique générationnelle que je rappelais tout à l'heure, il est important d'attirer des jeunes, d'attirer des talents dans un marché qui est pour nous pénurique. On a du mal, et on l'a rappelé sur une table ronde précédente, nous avons du mal à pourvoir l'ensemble des emplois dont nous disposons. Or, il y a pas loin de 19%, tu le rappelais tout à l'heure Christophe, de nos jeunes qui sont sans emploi. Donc véritablement, on est dans une équation qui paraît finalement assez simple, il suffirait d'avoir la plomberie, mais en fait, cette plomberie, il faut la construire, et c'est grâce au réseau que j'évoquais tout à l'heure que nous arrivons à identifier un certain nombre de potentiels. Alors ça peut être la jeunesse, et aujourd'hui nous accueillons à peu près 350 à 400 ou alternants ou apprentis chaque année. Au sein de notre entreprise, nous avons l'ambition de faire plus. Nous accueillons aussi un certain nombre, et je sais que chez ADECO c'est la même chose, mais un certain nombre de réfugiés que nous formons, que nous intégrons à nos équipes et dont nous bénéficions finalement d'un apport en termes culturels, culinaires, de formation ou autres. Et là encore, nous nous appuyons sur un certain nombre d'associations, Action Emploi Réfugiés par exemple, France Terre d'Asile, ou encore plus récemment Wintegrate. Donc ça, ce sont effectivement des choses qui nous animent au quotidien, qui ont du sens pour nous et qui nous permettent de faire rentrer des forces nouvelles et des énergies nouvelles au sein de nos entreprises.
Merci. Merci Éric Forel. L'audit, ce n'est pas la restauration. Vous arrivez à faire une place à cette jeunesse qui au départ a eu moins de chance, moins de capital culturel, moins d'occasion d'arriver? Non, c'est une très bonne remarque. Et effectivement, à la différence de l'entreprise de Gaëtan, de Compass, nous, on n'a pas réussi aujourd'hui à intégrer dans notre modèle propre jeunesse défavorisée, enfin, jeunesse exclue du système éducatif. Parce qu'en fait, le problème, il n'est pas la gestion de la diversité sociale et la gestion de la diversité des origines au niveau de nos entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, on a résolu ce sujet. On est à travers le traitement des CV, à travers les techniques nouvelles de recrutement, à travers tout simplement la prise de conscience et la lutte contre les biais en matière de recrutement. Clairement, à formation égale, chance égale. En revanche, le vrai problème, il est en amont, il est effectivement toute cette jeunesse qui est exclue du monde éducatif et qu'on ne peut pas facilement intégrer dans nos modèles économiques. Et nous n'avons pas encore, à ce stade, réussi à trouver une capacité à le faire. Alors, et donc, on agit pour le coup, comme ça a été dit par certains de mes collègues ici, de manière plus indirecte, à travers les actions pro bono qui sont les nôtres. On en a aussi beaucoup. On n'est pas à l'ascenseur pour l'instant, mais on est membre de la Fondation pour l'égalité des chances. On est une des entreprises des 7 entreprises qui ont fondé l'égalité des chances, la Fondation pour l'égalité des chances. Dans ce cadre-là, on a un internat de la réussite auprès de 2 lycées en banlieue parisienne. On a 370, je crois, depuis 4 ans à peu près que nous sommes dans cette sphère de jeunes qui sont mentorés, tutorés par nos consultants. Et ça, c'est une expérience formidable puisqu'on crée des binômes, en fait, qui essayent d'accompagner ces jeunes sur le long terme jusqu'à leur sortie du lycée ou du collège quand on les prend à un niveau encore plus jeune. Et puis on essaye de leur faire vivre, évidemment, EY, ils viennent au sein d'EY, on leur fait vivre cette relation avec des jeunes diplômés qui, eux, ont déjà eu cette chance d'accéder au marché du travail. Et dans des cabinets comme les nôtres, c'est évidemment une promesse de réussite sociale, ou en tout cas d'une certaine réussite. Et donc c'est très fort, mais on essaye aussi, on les emmène à l'opéra, on est mécène principal de l'Opéra de Paris, donc on a des soirées réservées pour ces jeunes qu'on accompagne dans le cadre des internats de la réussite. Voilà le type d'action. On en a une autre aussi, toujours dans ce... Oui, parce qu'il faut que je te donne la parole 1 minute à Amélie et à je voudrais en citer une parce que je trouve qu'elle est très particulière. C'est comment construire, on parle des codes, le problème de l'apprentissage des codes, comment construire les ponts entre cette jeunesse des banlieues, pour le plus souvent, et le monde culturel. Et là, une action qu'on a, c'est vis-à-vis de l'Académie Philippe Jarouski. Je ne sais pas si vous connaissez l'Académie que Philippe Jarouski, le contre-ténor, a créé à la scène musicale. Il a, et c'est un programme qu'EY finance en fait, 15 jeunes chaque année qui sont issus des banlieues, qui ont une certaine appétence qui ont déjà un certain talent pour l'art musical, et ils les forment à l'intérieur de cette académie. Donc je crois que c'est des exemples, et on va sûrement les multiplier, mais c'est à travers ces petites actions-là, sur le travail en amont, l'apprentissage des codes, l'accompagnement éducatif, qu'on va pouvoir résoudre ce sujet sur le moyen et long terme. Merci beaucoup, merci. 1 minute, parce que maintenant, nous avons un témoignage important, intéressant à entendre, mais toute 1 minute, Amélie Vidalcini. Je pense qu'on prend tous des engagements d'être plus dans la diversité, etc. Moi, ce qui me semble très important, c'est que ça pénètre dans tous les niveaux de l'entreprise, parce que souvent, c'est plus facile de recruter un profil qui est exactement le même que le sien, et donc c'est vraiment clé. Et j'aurais donné juste un exemple d'une initiative qu'on a menée, qui sont des cafés coaching, où nos collaborateurs, sur la base du volontariat, vont coacher des jeunes qui sont éloignés du monde de l'emploi, et leur donnent des trucs pour revoir leur CV, leur font passer un entretien pour leur donner les codes de l'entreprise. Et c'est vraiment positif dans les deux sens, puisque ça permet à des jeunes éloignés de nos sphères de effectivement s'en rapprocher, et ça permet à nos collaborateurs de s'ouvrir à la diversité.
Merci. 1 minute encore pour Emmanuel Quiles pour terminer ce tour de table autour de cette question de la jeunesse des banlieues, des quartiers défavorisés ou d'autres zones. Très rapidement, je pense que c'est très important de réaliser ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'initiatives qui partent de différents endroits dans l'organisation et c'est important qu'on continue à promouvoir en tant que leader d'organisation la constitution de ce qu'on appelle des communautés parce que c'est d'elles que va venir le changement de mentalité probablement et c'est aussi eux qui arrivent à créer les partenariats avec l'extérieur pour nous faire démarrer des projets comme ça a été dit tout à l'heure, de choses qu'on ne saurait pas faire nous-mêmes. Donc nous, un exemple auquel on participe, c'est la création de sortes de junior entreprises par des jeunes, mini-junior entreprises, avec des jeunes qui sont des quartiers qu'on appelle défavorisés et qu'on va accompagner pour essayer de les faire pitcher et ils sont accompagnés par différents managers dans l'entreprise, donc un peu sur le modèle de ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais toutes ces initiatives, elles sont très variées et c'est elles qui vont contribuer je pense probablement au changement de mentalité. Et il faut qu'on continue à faire en sorte que ça arrive de tous les endroits de nos entreprises et pas uniquement du management. Merci beaucoup à tous. Maintenant, après la théorie, la pratique, je vais passer la parole à Christophe Catoire qui va nous présenter quelqu'un, un jeune homme formidable que j'ai vu tout à l'heure, qui est Glory Mvemba, qui va nous raconter son expérience, sa vie, comment il est venu du Congo. Donc c'est Christophe Catoire, qui le connaît bien, qui va lui poser quelques questions. Glory, si tu veux bien me rejoindre, je pense qu'on peut t'applaudir pour te donner de l'énergie. Alors je vais juste vous raconter l'histoire parce qu'une courte introduction. Glory, on a eu l'occasion de se rencontrer au mois de juillet à Marseille. Il faisait beaucoup moins froid et il faisait même très chaud. Et on a pris le temps de te connaître et finalement ça répond un peu à la dernière question que vous avez posée, qui est de dire finalement comment s'y prendre en entreprise quand on ne connaît pas bien le sujet. Je pense que la meilleure façon d'appréhender ce sujet de l'inclusion, des personnes qui arrivent sans avoir toujours toutes les facilités pour, c'est de les écouter, d'écouter leur histoire et quelque part je pense que ça inspire et ça permet de se dire qu'on peut le reproduire. Alors Glory, je vais maintenant te laisser la parole. Est-ce que tu peux en tout premier lieu, peut-être juste pour te présenter, nous dire qui tu es et juste une grande synthèse de ton histoire? Je suis congolais. Allô? Je suis congolais. Je suis venu en France vers 2015. Tu peux le mettre là, mets-le là. Je suis congolais. Je suis arrivé ici en France mois de juin 2015. J'ai un statut de réfugié depuis l'année 2018 au mois de janvier. Alors, tu es arrivé en France et tu connaissais personne en France? Bien sûr. Comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je ne savais personne. J'ai retrouvé quelqu'un qui m'avait montré là où je peux, comment je peux dire, faire ma demande d'asile. C'était à Beauvais, au quart 60. Après, au quart 60, on m'a donné la domiciliation, c'était vers la ville d'Amiens. À partir de là, on m'a donné la domiciliation, les assistants sociaux qui m'ont accueilli pour faire, comment je peux dire, ma demande d'asile, la suivi de ma demande d'asile. Donc là, ça te permet d'avoir quelques papiers, de savoir à peu près comment t'y prendre, mais pour le logement, pour tout ça, ça marche comment? Ces premiers pas, qui t'aide? Pour le logement, c'était, comment je peux dire, quand j'ai obtenu mon statut de réfugié, mon assistant social m'a parlé du contrat HOP. Le contrat HOP, c'était pour aider les réfugiés vers l'emploi. Après, mon assistant social est venu me parler, Glory, il y a un contrat HOP, si tu serais intéressé. Je lui ai dit non, quels sont les avantages? Il m'a parlé de l'emploi, du logement, tout cela. Et là, ce contrat, tu te dis pourquoi pas? L'emploi en question, c'était quoi? L'emploi, bon, le premier jour des réunions du contrat HOP, on m'avait proposé beaucoup de métiers à faire. Ce que moi j'avais choisi, c'était le bâtiment. C'est ça qui m'avait intéressé. Parce que c'est un métier que tu connaissais avant ou parce que quand on te l'a présenté, tu t'es dit c'est ça que j'ai envie de faire? Bon, il y avait 4 métiers. Il y avait la logistique, il y avait la sécurité, il y avait le bâtiment. L'autre là j'ai oublié, mais ce qui m'avait intéressé, ce qui m'avait plu, c'était le bâtiment.
Alors tu choisis le bâtiment et à ce moment-là, qui t'accompagne, qui en fait t'apprend le métier parce que c'était nouveau pour toi, c'est ça? Bon, ce qui m'avait accompagné, c'était l'agence intérim Moumando qui m'avait signé un contrat de 7 mois. Ce contrat de 7 mois était divisé en 2 parties. La première partie, c'était sur la linguistique, c'est-à-dire la langue, la maîtrise de la langue, l'administration française, et tout cela, on l'avait fait pendant 3 mois. Après ces 3 mois, il a fallu que je passe une test du niveau de la langue. J'ai fait ma test ici à Paris, à DSL. Après, j'ai fait 4 mois de maîtrise de apprentissage, comment je peux dire, apprentissage pour 4 mois. J'ai passé aussi mon examen. Quand je finis ces 4 mois-là, l'agence m'a proposé 10 mois de professionnalisation. Et tu y allais? Oui, j'ai fini mon 10 mois de professionnalisation. J'ai obtenu mon CAP en maçon verdé. Tu l'as obtenu quand? Ça fait au moins 2 mois passés. Donc nous on s'est vu, tu l'avais pas encore eu. Ouais. Et maintenant tu l'as. Ouais. Je pense qu'on peut t'applaudir. Je me permets d'insister là-dessus, Glory, parce que quand tu nous avais raconté l'histoire, tu nous avais dit, moi le métier je l'aime bien, maintenant c'est beaucoup d'efforts, il faut apprendre la langue, il faut apprendre le métier, puis un examen, on ne sait pas toujours ce que c'est en France. Tu y es arrivé. Parce qu'au début c'était pas facile, un domaine que tu ne savais pas, souvent on te dit prenez une taloge, tu ne savais pas qu'est-ce que c'est une taloge. Moi non plus. Voilà. Tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, tu m'as dit, je ne vais pas m'arrêter là, j'ai d'autres projets. C'est quoi tes projets professionnels? Et tu m'as mis quelque chose d'un peu personnel, et si tu peux nous en parler après. Bon, là, quand j'ai terminé, j'ai obtenu mon CAP maçon, j'ai dit non, comment je peux faire pour continuer davantage? Je me suis inscrit à l'école de chez soi. Là, si je rentre, comment je peux dire, si je termine le travail vers 17h, à 19h, je cours pour 2 heures du temps par correspondance. Et tu veux faire quoi? Ces 2 heures de correspondance, c'est pour obtenir quoi ou faire quoi demain? Pour être chef de chantier. Donc tu as encore des projets derrière, c'est pas fini. Waouh! Et tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, ça je ne savais pas non plus. Tu m'as dit à titre personnel, je pensais ne connaître personne en arrivant en France et finalement j'ai retrouvé quelqu'un. Ouais, c'était mon deuxième de la famille parce que quand on a eu des problèmes... Ton frère? Oui, mon frère. Quand on a eu des problèmes de la famille, Mais quand on a eu des problèmes à la famille, comment je peux dire, il y avait le mot qui me marque, voilà le mot, on était dispersés, chacun est allé à son coin. Bon, quand j'étais ici, je ne savais pas comment je peux retrouver mes frères. Après un moment donné, aux réunions du parti, bon, excusez-moi de parler du parti politique, aux réunions du parti politique, mon parti IDPS, j'ai rencontré mon jeune frère qui était membre là-bas. Et que tu n'avais pas vu depuis? Ça fait au moins depuis 2013. Et par hasard? Ouais. Waouh. Lui aussi m'a raconté comment il était sorti du pays. Voilà, je pense que c'est un beau témoignage que tu nous apportes et je pense que ça nous dit aussi pourquoi on fait ces tables rondes et au-delà de ce qu'on a envie de faire, enfin, qu'est-ce qu'il y a au bout? J'ai envie de te remercier, on peut t'applaudir bien fort pour ton témoignage. Merci beaucoup, Glory. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup Alexis Brézé et merci Glory pour ce témoignage. Je vais vous demander non seulement de l'applaudir, mais d'applaudir à nouveau tous les jeunes qui sont avec nous cet après-midi.